19h, temps universel à Moribabougou, d'où nous émettons depuis la capitale malienne. Merci de votre constante fidélité. Voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale, africaine et internationale. Une des promesses tenues lors de la campagne présidentielle, IBK vient de réaffirmer sa volonté d'aider les femmes au service du développement. Un important chèque de 300 millions vient d'être offert aux femmes candidates aux élections communales du 20 novembre prochain. Un geste hautement symbolique apprécié à sa juste valeur. Merci infiniment à vous qui venez de nous rejoindre dans cette édition d'information sur Cherifla TV. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes le vendredi 4 novembre. La promotion du genre dans notre pays vient de se concrétiser par un acte fort posé par le chef de l'État en personne. À la veille de l'ouverture de la campagne électorale des communales qui se tiendront dans notre capitale, les femmes candidates ont reçu des mains du président Ibrahim Boubacar Keïta un colossal chèque de 300 millions de nos francs en vue de les aider à faire face aux dépenses inhérentes à la bonne tenue des élections. Cette cérémonie grandiose, gage d'un soutien de taille aux femmes, s'est déroulée ce jeudi 3 novembre au palais de Koulouba en présence d'un parterre de personnalités du gouvernement et des institutions de la République. Amadou Kamara et Seydou Niaré nous font ici le point. L'occasion était bonne pour la porte-parole du caucus des femmes élues et candidates, Mme Sal Oumousek, de dire toute sa fierté en remerciant particulièrement le président de la République pour les efforts considérables qu'il ne cesse de mener envers les femmes du Mali. Et ce dont d'abord, ce n'est même pas la valeur qu'il faut voir, mais c'est le geste que je trouve très éloquent, qui est une volonté manifeste du président de la République pour dire aux femmes, bien vrai qu'il a fait voter la loi 052 sur le quota des femmes, il est un des défenseurs des droits des femmes et cette matinée, ce matin, l'organisation de cette rencontre pour nous remettre cet appui est une réponse tout simplement à non seulement son engagement, mais sa vision aussi de la promotion de la femme, mais aussi l'accompagnement qu'il fait pour ces femmes battantes qui se sont toujours battues, qui ont toujours rêvé de voir ce jour se réaliser. Donc ce jour s'est réalisé. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec ce quota, qui précise aussi la disposition sur la liste des femmes, oui, les 30%, mais dans des bonnes positions. Cela est très important parce que toute liste qui n'a pas respecté cette loi sera rejetée. Et moi je sais, et toutes les autres femmes, cela nous a permis au moins d'avoir des bonnes positions sur les listes. Donc cela va augmenter considérablement le taux des femmes élues. Cette bonne initiative, c'est une première, comme je dis, une première non seulement pour le vote de la loi, mais une première qu'un président de la République appelle toutes les femmes candidates du Mali sans distinction de leur apparence politique pour leur offrir son appui. Dans le but d'aider les femmes candidates à mieux préparer les échéances électorales du 20 novembre 2016, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a honoré une promesse électorale en mettant la femme au cœur de toutes ses actions. Et cette cérémonie significative et symbolique à la fois de remise de chèques de 300 millions de nos francs CFA en est une parfaite illustration du président de la République pour magnifier la femme malienne. Une modeste contribution à vos efforts électoraux, en espérant que pour une fois, vous ne serez pas dans les profondeurs des listes, qu'il n'y aura pas de malice, qu'il y aura volonté sincère, affichée, déterminée, de faire en sorte que vous soyez élus. Je le dis comme je le pense. Mon souci de vous n'est pas politicien. Je ne suis pas politicien. N'est pas démagogique. Je ne suis pas démagogue. Et donc culturel. Parce que je vous sais, à travers les âges, là c'est l'historien, les rôles que vous avez tenus à différentes étapes de l'histoire de l'humanité, qui vous ont toujours vu aux avant-postes de la sauvegarde
de la dignité humaine. C'est un bonheur pour moi d'être ici aujourd'hui et pas ce geste auquel le gouvernement a consenti, parce que le gouvernement, vous dire combien nous tenons à ce que vous en soyez. Et lorsque vous en serez, je suis certain que la gestion des conseils municipaux va s'améliorer qualitativement. Parce que vous avez souci de votre environnement. Vous avez souci de là où vous vivez. Vous avez souci de vos enfants, de leur cadre de vie. Donc vous veillerez à ce que, à ce niveau-là, que les élus municipaux fassent leur travail. Voilà un bel encouragement de la part du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. L'opposition démocratique et républicaine au Mali ne chôme pas et entend pleinement jouer sa partition dans le processus démocratique pour une bonne gouvernance. Elle a animé une conférence à la Maison de la Presse ce jeudi 3 novembre. Un point de presse qui s'articule autour de 3 axes fondamentaux. Le premier point à l'ordre du jour qui porte sur les élections communales de ce mois de novembre, la mise en place des autorités intérimaires et l'insécurité sous sa nouvelle forme grandissante et inquiétante tant dans la capitale qu'au centre. Ousmane Sogoré et Ibrahim Koulibaly IB étaient présents pour Chérif la actualité. Au cours de cette conférence de presse, les partis politiques de l'opposition démocratique et républicaine ont partagé avec les journalistes leurs préoccupations sur l'état de notre nation. Cette conférence animée en grande partie par le président du Parena a fait l'objet de plusieurs points, dont le premier sur l'insécurité galopante dans la capitale et alentour, mais au-delà, celle que connaissent les populations du nord et du centre. On a fait le constat de ce que vivent les Maliens, à savoir l'insécurité galopante, les inquiétudes qui traversent la société et le peuple malien, les préoccupations brûlantes des Maliens quant à leur sécurité, quant à la sécurité des biens et des personnes. Sanankoroba, la pharmacie avant le péage, Khalifa Bougou, Djeli Bougou, l'écobank au cœur de Bamako, Negela et j'en passe. En quelques jours, l'insécurité a pris des tournures extrêmement préoccupantes dans le district de Bamako et dans les communes environnantes. Mais nous disons en même temps à nos compatriotes de Bamako que ce dont ils souffrent aujourd'hui, leur calvaire, les difficultés qu'ils traversent, c'est le lot quotidien du peuple malien dans la région de Mopti, dans la région de Tombouctou, dans la région de Gao, dans la région de Kidal, dans la région de Menaka. Il ne se passe pas de jour sans incident sécuritaire. Le deuxième point a porté sur la tenue des élections communales qui se profilent à l'horizon et crée déjà une controverse entre deux lois électorales, celle du 14 octobre 2014 et du 17 octobre 2016. C'est dans un tel contexte que nous allons aux élections sur la base de 2 lois électorales. Une première qui date de 2014, sur la base de laquelle le collège électoral a été convoqué pour le 20 novembre. Et une seconde qui vient d'être promulguée par le président de la République le 17 octobre. D'autres sujets comme la mise en place des autorités intérimaires, la récente rencontre du chef de file de l'opposition avec le président de la République ou encore l'arrestation du général Amadou Aya Sanogo depuis bientôt 3 ans ont fait également l'objet d'échanges entre les conférenciers et les journalistes. Vendredi 4 novembre 2016, nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de lutte contre l'apatridie. Au moins 10 millions de personnes sont privées de nationalité à travers le monde, les empêchant du coup d'avoir le droit d'aller à l'école, de consulter un médecin, d'occuper un emploi, d'acheter une maison ou même de se marier. Le Haut Commissariat des réfugiés, HCR, s'engage dans une véritable croisade pour l'éradication de l'apatridie d'ici à 2024. Plusieurs facteurs sont donc à l'origine du concept d'apatridie qui porte atteinte à la dignité humaine. Chérif la TV, votre chaîne de proximité, est allée voir du côté des mairies de la commune 3 et 4 pour expliquer ce phénomène. Je vous propose de suivre. Un apatride, si j'ai une bonne compréhension, c'est la condition ou bien l'état d'une personne qui n'a pas de nationalité ou bien qui n'a pas de patrie. Quand on regarde l'étymologie du mot même, c'est quelqu'un qui n'a pas de patrie. Cela dit, je compatis avec toute la communauté internationale, notre commune avec l'ensemble,
Et nous savons que c'est un problème réel. Nous sommes disposés à jouer notre rôle par rapport à la réduction du nombre d'apatrides dans notre pays. Bien sûr, mais cette décision ne nous appartient pas. Quand quelqu'un, par exemple, vient et que c'est une décision politique, et ça, c'est à un autre niveau. Mais ce qui est vrai, c'est que nous nous efforçons dans l'établissement des actes de le faire, d'essayer de recenser en tout cas tous les Maliens pour ne pas faire d'apatride tous les Maliens, parce que quelqu'un qui n'a pas d'acte de naissance devient un apatride en quelque sorte, parce que il ne peut pas prouver d'aucune façon son lieu de naissance, sa date de naissance, ses parents, son origine. Donc ça contribue à aggraver le problème. Mais dans les communes urbaines, le problème ne se pose pas parce que des dispositions ont été prises depuis les maternités jusqu'au niveau des mairies pour recenser toutes les naissances pour pouvoir leur délivrer un acte de naissance. Il se trouve que même ceux qui ne viennent pas aussitôt, il y a une trace quand même de la naissance de l'enfant. D'abord dans les statistiques tenues par les CESCOM, les différents niveaux de santé. Et puis ensuite, au niveau de la mairie ici, on s'efforce de ne pas créer des situations où les gens ne peuvent pas avoir d'acte de naissance. D'ailleurs, l'État a fait l'effort. Vous voyez que d'abord, le premier acte, l'original, est gratuit. Ensuite, les autres, c'est 100 francs par copie. Donc, tout ça, c'est des mesures qui facilitent l'obtention de cette pièce vraiment essentielle, de cette pièce d'état civil qui est vraiment le tout début de la vie. C'est un élément essentiel de notre identité. Oui, nous sommes à peu près 163 000 habitants en commune 3 ici. Mais ça, c'est un chiffre qui est très variable parce que la commune 3 a la particularité, avec la commune 2 d'ailleurs, de recevoir plus d'1 million de personnes par jour. Et des gens quittent toute la périphérie de Bamako pour venir dans les hôpitaux parce que les grands hôpitaux sont situés en commune 3. Il y a l'hôpital Gabriel Touré, il y a le Point G. Donc, en plus de tous les autres centres secondaires de santé et le centre de référence de la commune 3, donc de ce fait, nous recevons beaucoup plus de gens en réalité que notre population. Donc c'est l'ensemble du district qui est concerné par le centre de santé de la commune 3. Un enfant apatride, c'est un enfant qui n'a pas de document d'état civil pour son pays. Ou en tout cas pour n'importe qui, s'il n'a pas de document, cela veut dire qu'il n'a pas de patrie. Parce que quand tu as une patrie, tu dois avoir l'état civil de ce patrie-là. Et bien sûr, s'il y a quelques années, on avait des difficultés, en ce moment-ci, vraiment tout le monde s'intéresse à cette situation d'état civil, sachant que tant on n'a pas d'état civil, on n'est rien. Et surtout que nous, en 2009, on a mis un document qu'on appelle ça des usagers, qui explique aux populations les actes dont ils ont besoin pour dans leur vie, et le coût que ça fait, le temps que ça prend. Et depuis qu'on a mis cette charte en circulation depuis 2009, et tout le monde s'est intéressé, le coût, tout le monde connaît le coût d'un acte d'état civil, tout le monde connaît le temps que ça doit prendre, là où vous devez vous intéresser pour ce faire. Et depuis, ça va normalement. Bon, le recensement de 2009, c'est 368 000 habitants, ça c'est 2009. Bon, on n'a pas de recensement récent, pour se dire. Mais ce qui est sûr, au jour d'aujourd'hui, nous pensons que tous les nouveaux-nés, depuis un certain temps, depuis 2009 à maintenant, sinon toutes les personnes de la communauté depuis un certain temps ont un acte d'état civil. Parce que l'état civil, c'est quoi? C'est la naissance, le mariage et le décès. C'est ça l'état civil d'un homme. Donc, ces documents se font tous les jours que Dieu fait. Et les populations comprennent qu'il faut ça pour se faire. Et viennent s'ajouter maintenant la carte Nina. Tout à fait. Quand vous êtes né jusqu'à un certain temps, vous n'avez pas fait d'acte de naissance, en ce moment vous adressez au tribunal compétent qui va faire un jugement supplétif d'acte de naissance ou de décès ou de mariage pour se faire ces actes-là.
Je vous amène à présent faire un tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale. Le Gabon, le Bénin et la Guinée équatoriale sont les grands sujets d'aujourd'hui. Le tout commenté en bref et en images par Kafouné Batili. Le président gabonais a effectué jeudi 3 novembre une visite très médiatisée au nord de Libreville. Accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, Ali Bongo, lui-même aussi en costume cravate, a préféré l'ironie pour répondre aux allégations de son ancien vice-premier ministre, Séraphin Mounouga, qui a affirmé que le président vit désormais enfermé dans son palais et encerclé par les chars qui assurent sa sécurité. Pour le président gabonais, pas besoin de démentir quoi que ce soit sur ce sujet. Des hélicoptères de la garde républicaine survolaient tout de même les quartiers avant et durant la visite d'Ali Bongo. Sur le terrain à Libreville, la quasi-totalité des barrages de police sur la voie publique avait disparu. Tous les militaires sont rentrés dans leurs casernes. Au Bénin, Sébastien Ajavon passe sa 7e nuit en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Cotonou. Le richissime homme d'affaires, arrivé 3e à la présidentielle de mars, a été arrêté il y a une semaine exactement, après la découverte de 18 kilos de drogue dans un conteneur destiné à sa société, Kajav Komo. Les Béninois se perdent en conjecture sur ces sujets, entre folles rumeurs sur les réseaux sociaux et explications d'experts sur le fonctionnement du transport maritime. La situation devrait évoluer ce vendredi puisque la garde à vue devra prendre fin à 18 h. 3 possibilités, soit le procureur de la République de Cotonou abandonne les poursuites contre l'homme d'affaires et le libère, soit il renvoie le dossier devant le tribunal correctionnel et peut décider de l'envoyer en prison, soit il demande à un juge d'instruction de continuer l'enquête. Ces juges peuvent libérer l'ancien candidat à la présidentielle ou demander un mandat de dépôt à son encontre. Dans ces cas, ces avocats pourront plaider devant le juge des libertés afin que leur client soit relâché. La justice genevoise a annoncé avoir procédé en début de semaine à la saisie de 11 voitures de luxe qui appartiendraient au fils du président de la Guinée équatoriale. Les autorités suisses les soupçonnent de blanchissement d'argent. 11 voitures de luxe, parmi lesquelles la suédoise est réputée la plus rapide du monde et produite à seulement 7 exemplaires, ont été saisies. Les bolides étaient garés dans l'aéroport de Genève où ils attendaient de s'envoler vers la Guinée équatoriale. Le vice-président et fils du président de la Guinée équatoriale est en effet poursuivi par le ministère public genevois qui vient d'ouvrir une enquête préliminaire à son encontre. Théodorin Aubien serait très bientôt jugé en France pour blanchissement d'habits de biens sociaux et détournement de fonds publics et corruption. En RDC, les échanges de courriers en disent long sur la dégradation des relations entre les juges de la Cour constitutionnelle. Le 17 octobre dernier, la plus haute instance judiciaire du pays a rendu une décision autorisant la commission électorale à publier un nouveau calendrier allant au-delà des délais constitutionnels prévus pour l'organisation de la présidentielle. Cette décision a été vivement critiquée par une partie de l'opposition et de la société civile, qui accuse depuis sa création la Cour constitutionnelle d'être à la solde du pouvoir. Une décision d'autant plus critiquée qu'elle a été prise par 5 juges quand la loi portant fonctionnement de la Cour exige un quorum minimum de 7 juges. Premier constat et sujet d'étonnement. Le président de la République Joseph Kabila a été mis en copie de la lettre du président de la Cour constitutionnelle sommant ses confrères de s'expliquer dans les 48 heures. Alors qu'il s'agit d'un principe, souligne l'une de ces lettres, d'une question relevant de la gestion interne de la Cour constitutionnelle. Voilà, cette édition d'information touche quasiment à sa fin. Juste le temps pour moi de vous inviter à suivre à 21 h le bulletin d'information en langue nationale Bamanaka, une présentation de Moussa Famba. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV, votre chaîne de proximité, et à très vite.